100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous, je reçois M. Brahima Doumbia, secrétaire général adjoint par intérim en charge des élections et secrétaire national en charge des opérations électorales au Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir. Brahima Doumbia, bonjour. Bonjour, cher frère. Alors, avec vous, nous parlerons des conditions générales d'organisation des élections en Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre du calendrier électoral tel que proposé par la Commission électorale indépendante. Cette fin de mois prend fin logiquement l'opération de la révision de la liste électorale. Voici d'ailleurs le point partiel qu'en fait l'un des vice-présidents de la Commission électorale indépendante, j'ai nommé Gervais Koulibaly. C'était la semaine dernière. On l'écoute, il est au micro de Jean Jaurès Tabi et Mélène Méléi. À la date du 23 juin, nous étions à 317 878, à la date du 23. Et pour les nouveaux qui s'inscrivaient, nous étions à 108 187. Mais on ne va pas aller à des taux certainement faramineux. Hein. On m'a demandé si on peut envisager la prorogation de cette opération. C'est un décret qui a fixé la date du 1er au 30. Pour le moment, la commission ne s'est pas encore réunie pour faire une proposition et le gouvernement n'a pas pris de nouveau décret. Donc, je m'en tiens au 30 juin 2015. Toutes les équipes fixes peuvent être transformées en équipes mobiles, à la demande, bien sûr, des intéressés, c'est-à-dire des préfets, des autorités administratives et des autorités politiques et même des populations. Voilà. Donc les superviseurs tiennent compte de ces demandes et des requêtes et organisent les équipes de telle sorte qu'on puisse atteindre toutes les populations qui le demandent. Alors, M. Brahima Doumbia, vous avez écouté Gervais Koulibaly. Oui. Comment expliquez-vous le peu d'engouement des Ivoiriens pour cette opération de révision de la liste électorale? Bien, je crois que les statistiques données par M. le commissaire de la CEI confirment ce que nous-mêmes nous avons constaté sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'affluence dans les lieux d'inscription sur la liste électorale. Cela peut s'expliquer par d'abord deux faits, enfin pour une série de faits. La première chose, c'est que nous ne sommes pas dans la constitution d'une nouvelle liste, mais nous sommes dans la révision d'une liste électorale. Donc cette liste comporte déjà 5 700 000 personnes qui ne sont pas obligées de se déplacer pour aller faire la révision, sauf s'il y a des changements de lieu de vote ou des changements intervenus dans leur état civil, notamment pour ceux qui n'étaient pas mariés et qui se marient, ou ceux qui étaient mariés qui ont divorcé, et donc ceux qui n'étaient pas majeurs aussi. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est pour ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Donc, vous comprenez que vous avez déjà 5 700 000 personnes qui ne sont pas obligées et qui ne doivent pas se déplacer pour aller se faire inscrire, sauf si ces changements interviennent. Et puis, vous avez les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs où les personnes qui étaient déjà majeures mais qui n'avaient pas, pour une raison ou une autre, pu s'inscrire sur la liste de 2010. Ceux-là doivent se déplacer pour aller faire l'inscription sur la liste. Et il leur faut quoi comme document? Ils doivent avoir la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Vous savez que la production des cartes nationales d'identité était arrêtée. Et cette opération a repris uniquement en juillet 2014, donc il y a quelques mois de cela.
Donc, le temps que l'ONU puisse s'organiser pour faire une production de masse, vous avez toutes ces populations-là qui n'ont pas donc, leur carte nationale d'identité. Certains même ont fait la demande et les cartes nationales d'identité ne leur sont pas parvenues. Vous avez également une bonne partie de cette population qui a besoin du certificat de nationalité pour aller se faire enrôler. Alors, les audiences foraines ont été organisées, les gens sont allés faire la requête, mais les certificats n'avaient pas été délivrés. Bon, donc, vous comprenez que, quelle que soit leur bonne volonté, s'ils n'ont pas les documents qu'il faut pour aller se faire inscrire sur la liste électorale, et ne peuvent pas aller se faire inscrire sur la liste électorale. Alors, d'un point de vue politique, certains de vos adversaires ont dit que ce manque d'engouement est un échec politique pour le RDR, le parti au pouvoir, le principal parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, enfin, je ne sais pas ce qu'ils appellent échec politique. C'est la commission électorale indépendante qui organise les élections pour l'ensemble des Ivoiriens, pour le compte des Ivoiriens. Cette commission comprend toutes les tendances, même cette tendance de l'opposition fait partie de cette commission. C'est une commission ivoirienne composée de tous les Ivoiriens. C'est un instrument commun. Alors, je vous ai expliqué les raisons techniques. Moi, je n'avais aucune tendance à appeler à boycotter. Toutes les tendances, y compris ceux dont vous parlez, ont appelé leurs militants à aller se faire enrôler. Si leurs militants ne sont pas sortis pour aller se faire enrôler, je ne crois pas en quoi c'est un échec pour le RDR. Mais en tout état de cause, je viens de vous donner les raisons objectives qui font que nos compatriotes qui veulent participer au processus électoral n'ont pas pu, en tout cas, aller le faire jusqu'à maintenant. Alors, faut-il prolonger le délai de cette opération ou pas? Il y a Gervais Coulibaly qui disait tout à l'heure que cela ne relève pas de la commission électorale indépendante à partir du moment où c'est par décret que ce délai-là a été fixé. Je vais dire d'abord que, ayant constaté ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il y avait une lenteur dans la délivrance des pièces qui permettent aux uns aux autres d'aller s'inscrire sur la liste électorale, le RDR a fait des démarches auprès du gouvernement pour que toutes les mesures soient prises pour accélérer la production et la distribution de ces pièces aux requérants et aux populations. Cette requête a été traitée favorablement par le gouvernement et des mesures ont été prises pour que ces pièces soient disponibles au moment où nous parlons. Et donc, là où les gens ont déjà fait leur enrôlement, où ils ont fait la demande des pièces d'identité, ils peuvent aller là-bas pour les retirer. Mieux, le gouvernement même a validé les pièces d'identité de tous ceux qui étaient sur la liste grise en 2010. Et donc, ces cartes d'identité seront disponibles et toutes ces personnes peuvent se déplacer, aller chercher leurs pièces d'identité afin de se faire enrôler. Donc, sur la base de tout ça, et pour donner la chance à tous nos compatriotes de participer au processus électoral, nous, au niveau du RDR, nous sommes favorables à un aménagement donc, du calendrier pour qu'un délai soit accordé à toutes ces personnes-là pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Si on réaménage ce calendrier électoral, est-ce que vous pensez qu'on pourrait tenir dans le délai pour organiser les présidentielles en octobre prochain? Bien, moi, parce que certaines personnalités politiques demandent déjà qu'il y ait un report de cette présidentielle. Bien, nous sommes pour que le réaménagement tienne compte de la date du 25 octobre 2015 pour l'organisation des élections. Et pour nous, c'est une date butoir. C'est une date constitutionnelle. Une date constitutionnelle. En tout état de cause, la CEI va voir techniquement ce qui est possible de faire pour permettre au maximum d'Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale, puisque d'ailleurs nous sommes tous d'accord sur cela, que ce soit l'opposition, que ce soit les partis au pouvoir. Donc cela devrait pouvoir se faire, étant entendu que ce réaménagement peut consister à grignoter sur d'autres phases du processus électoral qui ne sont pas des phases aussi cruciales que la constitution, la révision de la liste électorale. Et puis, je me dis, ce qui vient après, c'est-à-dire quand on fait
l'opération de révision de la liste finie, tout le traitement informatique qu'il y a derrière pour pouvoir afficher la liste provisoire, ce sont des choses qui se font en moins d'une semaine. Techniquement, c'est possible. Donc, à partir de là, le reste du chronogramme ne peut tenir valablement pour qu'on ait les élections à bonne date, c'est-à-dire au plus tard le 25 octobre 2015. Donc, vous ne comprenez pas ceux qui demandent aujourd'hui à ce qu'on reporte ces élections-là? Ben, je voudrais vous dire que ceux qui demandent un report des élections au-delà de la date constitutionnelle ont une autre visée. Laquelle? Oui, ont une autre visée qui n'exprime pas maintenant. C'est de nous amener, c'est de faire du dilatoire, parce que ça a commencé sur, si vous vous souvenez, sur la constitution de la CEI, faire beaucoup de débats là-dessus pour retarder le processus. Parce qu'en réalité, c'est eux qui nous ont mis en retard. Hein. Si ils avaient... on était allé rapidement dans les consultations, les discussions, c'était accordé rapidement sur la composition de la commission électorale, elle se serait mise rapidement au travail dès sa constitution. Mais la commission n'a été mise en place qu'il y a quelques mois. C'est la même logique. Il s'agit de nous amener au-delà donc du délai constitutionnel et puis évoquer cela pour, je vais dire, revendiquer la mise en place d'une transition, d'un gouvernement de ceci, d'un gouvernement, etc. Donc, la logique, c'est cela. Mais nous avons bien compris et nous ne nous inscrivons pas dans cela. Nous voulons que les élections aient lieu à bonne date. Nous travaillons à ce que, pour ce qui dépend de nous en tant que parti politique, pour que ces élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Alors, l'opposition qui n'a pas appelé au boycott de cette opération de révision de la liste électorale a toutefois émis dès le départ de sérieuses réserves quant à la fiabilité de cette liste. Est-ce que vous la comprenez? Ben, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout parce que la liste qui va être révisée est une liste consensuelle. En 2010, cette liste a été constituée. Tous les partis politiques étaient là. Il y a eu des discussions, il y a eu des commissions de validation. À l'issue de tout cela, une liste de 5 700 000 personnes a été validée et tout le monde a été d'accord avec ça. On est parti aux élections avec. Maintenant, venir remettre en cause cette liste, bon, je n'ai pas entendu cela, mais si tel était le cas, bon, ça serait totalement irresponsable. Parce que il y a le FPI, Pascal Afine-Guessan, qui, dès le départ, décriait une fraude sur la carte nationale d'identité. On aurait retrouvé une dame avec plein de cartes nationales d'identité à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et déjà, pour le FPI, il y avait problème là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, moi, je n'ai pas vu ce dont vous parlez. Mais maintenant, parler de fraude sur la carte nationale d'identité, vous savez que cette carte-là comporte un certain nombre d'éléments. De paramètres. Voilà, de paramètres qui permettent de vérifier si elle est authentique ou si elle n'est pas authentique. Ce qui relève de l'État, ce n'est pas d'empêcher, puisque ceux qui veulent faire de la fraude vont toujours essayer de faire la fraude, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent de détecter, de déceler et de faire échec à la fraude. Donc, si cette dame, avec les documents dont vous dites a été retrouvé avec des fausses pièces d'identité, le FPI doit reconnaître que le système qui a été mis en place par le gouvernement pour détecter les fraudes a fonctionné et que donc nous sommes protégés. Très bien. Alors, je vous propose d'écouter ce que disait ici même sur ce plateau Bertin Kouadio-Conan, qui est un membre actif de la Coalition nationale pour le changement, sur ce qu'on peut appeler ce manque d'engouement des Ivoiriens pour la révision de la liste électorale. On l'écoute. Si je m'en tiens aux chiffres qui ont été avancés tout à l'heure, force est de reconnaître que c'est un chiffre très bas. On peut donc en déduire qu'il n'y a pas d'engouement, que les Ivoiriens ne se précipitent pas sur les lieux de l'enrôlement. Ça veut dire qu'on n'a pas créé les conditions, justement, pour amener les Ivoiriens à y participer. Les conditions sont liées, justement, à la situation sociale. Je vous ai toujours répété ici que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Les Ivoiriens, il y a comme une crise entre le peuple de Côte d'Ivoire et la politique et les institutions ivoiriennes.
il y a la situation qu'on ne peut pas se cacher longtemps de Gbagbo qui est à la haie. Ça fait 47% d'Ivoiriens qui ne sont pas heureux dans leur propre pays, qui vivent en marge de la République, qui ne s'intéressent à rien, qui ne s'impliquent pas dans ce qui se passe. On n'a rien fait pour les rassurer, pour les ramener dans la République. On n'a pas réussi la réconciliation. Il y a aussi que l'opération se déroule à un moment où les nouveaux majeurs, donc 18 ans, sont en classe d'examen. Je crois que ce qui les préoccupe, et ils n'ont pas tort, c'est d'abord de faire de bons examens pour réussir les examens, et après, ils verront bien s'ils peuvent participer donc, à l'opération en cours. Les cartes d'identité sont excessivement chères. On demande à des Ivoiriens d'aller se faire établir de cette carte de nationalité à des coûts faramineux. Les juges ne sont pas nombreux à leur poste pour signer ces documents. Autant de tracasseries, je peux le dire, qui font que justement l'opération ne se déroule pas comme il se doit. Et pourtant, une bonne élection suppose une bonne liste électorale. Donc il n'y a pas, si on veut réconcilier les Ivoiriens, pas une élection, je veux dire, propre, transparente, claire, il faut créer les conditions pour que déjà au niveau de la liste électorale, eh bien, les choses se déroulent comme il se doit. Voilà, c'est ce que disait Bertin Kouadio-Konan. Comment réagissez-vous à ça, à ces propos-là? Ben, je vais dire qu'on ne peut pas empêcher les uns et les autres d'être profondément démagogues, parce que si on estime qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats, qu'il faut attendre qu'on recrute des magistrats pour organiser des élections, ben, ce n'est pas demain la veille. Le même nombre de magistrats était là. On a organisé les élections en 2010. Lui-même, y a participé. Il est député avec la même liste électorale. Donc, il ne renonce pas à son mandat de député. Les mêmes problèmes existaient. Personne n'avait de carte d'identité en Côte d'Ivoire. Donc, on allait prendre on a dû coupler l'enregistrement sur la liste électorale avec la production des cartes nationales d'identité, et ça s'est fait dans des conditions difficiles. Une liste électorale a été issue de ce processus, et lui-même, il allait postuler, il a été élu député avec cette liste. Il ne remet pas en cause sa légitimité, et c'est cela qu'il prend pour parler au nom d'un certain nombre de personnes, etc. Donc, je trouve que c'est tout à fait démagogique de dire, énumérer des problèmes, et puis dire, bon, il faut créer de bonnes conditions. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit? Oui, là, je veux dire, les bonnes conditions, c'est quoi? C'est d'abord, c'est de faire en sorte que la chance, la possibilité soit donnée à tous les citoyens d'aller s'inscrire sur la liste électorale, si telle est leur volonté. Aujourd'hui, est-ce qu'on empêche quelqu'un d'aller s'inscrire sur la liste électorale? Ça n'existe pas. Maintenant, il y a un certain nombre des audiences foraines ont été organisées pour que les uns et les autres puissent aller faire leurs pièces, le certificat de nationalité, la carte nationale d'identité. L'État a pris en charge les frais d'établissement de ces documents. Ça a duré 2 mois. C'était totalement gratuit. Ceux qui se sont déplacés, leurs pièces sont en train de sortir. Ils n'ont qu'à aller les retirer pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Si quelqu'un ne s'est pas déplacé, l'opportunité lui a été donnée de le faire. Maintenant, c'est son choix. Si quelqu'un ne se déplace pas pour aller participer à ces opérations, c'est son choix. Donc chacun assume ses choix. Mais on ne peut pas venir s'asseoir et puis dire que rien n'est fait. Lui-même, il allait sensibiliser. Je pense qu'il est dans une coalition où il demande à tous les jours aux gens d'aller s'inscrire sur la liste. Mais les gens ne vont pas. Donc ça veut dire que lui-même, sa voix n'est pas entendue. Donc pour moi, l'État doit faire en sorte que la Commission ait les moyens de couvrir le territoire national, et partout où il y a les Ivoiriens. Cela est fait. Maintenant, il y a quelques difficultés que je reconnais, et nous devons ensemble les adresser. Nous, en tant que parti politique, nous devons faire le ratissage. Et nous faisons le ratissage pour faire le porte-à-porte. Nous avons identifié les problèmes et nous les avons répercutés au gouvernement. Nous avons même rencontré le ministre de la Justice et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, notamment son représentant, pour voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour que le maximum d'Ivoiriens
puissent s'inscrire sur la liste électorale. Cela nous a donné des assurances. Des mesures vigoureuses ont été prises qui sont, depuis ce week-end-là, qui sont mises en œuvre. Je voudrais vous dire que les magistrats, au moment où nous faisons le point, avaient signé que 18 000 qu'on appelle ça certificat de nationalité, mais jusqu'au jeudi passé, ils étaient à plus de 198 000 certificats de nationalité signés en une semaine. Et le ministère de la Justice a fait en sorte qu'entre samedi et dimanche, que tous les certificats de nationalité qui sont dans le circuit soient signés. Et il a été demandé à l'ONI, au ministère de l'Intérieur, de distribuer tout le stock de cartes d'identité qui a été produit aux citoyens. Voilà, c'est la volonté de bien faire qu'il faut regarder. Maintenant, après, on peut venir s'asseoir et puis dire ce qu'on veut pour dire que ça ne marche pas. Mais ils verront dans les jours qui viennent. Et puis, vous voyez aussi que les Ivoiriens, ce sont des gens qui sont des gens de dernière minute. Moi, j'ai échangé avant de venir ici avec certains commissaires en passant dans les localités. On constate qu'il y a une plus grande influence maintenant qu'au début de l'opération. Alors, est-ce que vous pensez, à vous écouter, que aujourd'hui, les conditions sont favorables à la tenue de la prochaine élection? Toutes les conditions sont-elles favorables aujourd'hui à la tenue de la prochaine élection présidentielle? Je vais dire, une élection, c'est un processus. Ouais. C'est un processus. Selon vous, le processus, voilà, on y travaille, bien son cours. On y travaille, on regarde sur chaque élément, la sécurité, l'ouverture, au plan technique, au plan financier. S'il y a quelque chose qui coince, on trouve les solutions pour qu'on avance. Mais vous ne pouvez pas dire dès le début, dès le top départ, que toutes les conditions sont réunies. Dans la vie, ça n'existe pas. Sinon, on n'aurait pas besoin de travailler. Mais ce qui reste à faire, ce qui peut être comme difficulté, mais qui sont d'ailleurs des difficultés mineures, on les résout sur le parcours. C'est pour ça qu'il y a une commission qui est mise en place et la commission travaille à ça. Et tous les autres sont des appuis. Nous-mêmes, en tant que parti politique, nous, on ne peut pas dire que tout est rose. Si on ne fait rien, tout ne sera pas parfait. Mais justement, c'est pour ça que nous insistons et nous travaillons sur le terrain pour faire en sorte que les conditions soient réunies pour que les élections se déroulent bien. Et ça dépend de chacun d'entre nous, l'administration en ce qui la concerne, la commission électorale en ce qui la concerne, les acteurs politiques en ce qui les concerne. Alors, parlons de ces conditions préalables à la tenue des élections, ces conditions à remplir. Il y a également le désarmement des ex-combattants. Récemment, le chef de l'État a demandé expressément aux ex-combattants de déposer leurs armes, en tout cas pour ceux qui continuaient d'en avoir, afin que, voilà, s'ils ne le faisaient pas, ils seront désarmés de gré ou de force. Pourquoi avoir attendu si longtemps? On n'est qu'à 3 mois de la présidentielle avant de prendre cette décision qui pourtant est importante pour la sécurisation des élections. Moi, je ne partage pas votre lecture de la situation sécuritaire. Vous vous souvenez que les élections de 2010 ont été organisées s'il y avait des milices qui pullulaient partout. Donc, aujourd'hui, on est dans un processus de DDR qui doit aller à son terme, puisque les gens doivent être... Là, il est fini, là. Oui, justement. On ne peut pas continuer indéfiniment à avoir des gens qui en âme... Mais qu'est-ce qu'on fait je vais finir, qui n'ont pas... qui ne devraient pas l'avoir. Donc, il y a une alternative qui leur est proposée, c'est la réinsertion. Mais la réinsertion est un processus. Il faut déposer les armes pour rentrer dans le processus donc, de réinsertion. Donc, c'est de ce processus que le président de la République parle. Mais en même temps, quand vous regardez, il n'y a aucune menace sécuritaire sur le processus électoral. Je vous ai dit, nous sommes dans la phase de révision de la liste électorale. Vous avez entendu sur une portion du territoire ivoirien que quelqu'un a été empêché d'aller s'inscrire sur la liste, que des valises ont été cassées, que des lieux d'enrôlement ont été attaqués. Non. Je veux dire, même si vous n'avez pas des hommes en armes et qu'il y a un climat tendu, vous avez des élections qui sont menacées. Mais ce qui est important, c'est de créer ce climat d'apaisement. Et au premier chef, le chef de l'État travaille à cela et pour que ces élections soient apaisées. Mais en même temps, désarmer ces jeunes-là, oui, c'est un processus global. C'est un processus global qui n'est pas lié seulement aux élections, mais pour la vie même
en société. Bien Parce sûr. qu'on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas investir, on peut pas rassurer les uns les autres s'il y a des gens en armes qui ne devraient pas être en armes. Donc, ce n'est pas lié forcément au processus électoral, mais c'est lié à la vie de la nation tout entière de façon générale. Alors, vous n'êtes pas le porte-parole du RDR, mais je ne peux m'empêcher de vous faire réagir au fameux tweet de Mamadou Coulibaly, le président du LIDER, et qui est membre également de la CNC. Mamadou Coulibaly qui dénonce une certaine dérive ivoiritaire de certains leaders de la Coalition nationale pour le changement. Mais déjà, dites-moi ce que vous pensez de ces deux extraits qu'on va vous proposer. Jérôme Cablambrou, il est du PDCI, membre de la CNC, et Mamadou Coulibaly, c'était à la place Figayo il y a de cela quelques jours. J'invoque l'esprit d'Amara Cissé. J'invoque l'esprit de Mamadou Cissé. J'invoque l'esprit de Nabitou et de Fatoumata Cissé. J'ai dit ce nom parce que c'est ceux-là qui m'ont élevé en même temps que M. Ouattara. Je dis la vérité, monsieur. J'invoque l'esprit de M. Siriki Bakayoko, mon père nourricier à Bangouanou toujours, qui était le commis de M. Draman Ouattara, père de M. Alassane Ouattara. Que l'esprit de Siriki Bakayoko sur la Côte d'Ivoire inspire la CEI. Inspire le ministère de l'Intérieur et inspire les forces armées nationales pour que demain nous allions en paix aux élections pour que parte M. Ouattara. J'invoque ici l'esprit de mon pauvre père, Kablan Laurent, qui a accueilli tous ceux que je viens de citer et qui les a installés à Bangouanou. Qu'il veille sur nous. Enfin, je ne vais pas rester longtemps. Vous voyez, je commence à perdre la voix. J'invoque ici l'esprit de Gaussou Ouattara. Gaussou Ouattara était mon grand frère à Bangouanou. Gaussou, lui, a eu l'honnêteté de naître à Bangouanou en 1945. Contrairement à son petit frère qui, lui, est né avant lui en 1942 à Dimokro. Il nous faut aller attaquer Ouattara sur ses propres bases. Ce qui a fait jusqu'à présent sa force, c'est de toujours penser qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui lui sont dédiés définitivement. Qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui sont comme des moutons dans ses mains. Si la CNC veut devenir encore plus forte, il faut que nous adaptions un discours pour séduire et les indécis de Côte d'Ivoire et ceux qui ont supporté Ouattara jusqu'à aujourd'hui et qui se trouvent dans les zones du nord, de l'ouest et de l'est de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez faire ça? Notre seul moyen, c'est la loi et c'est le droit. Il faut que nous arrivions à montrer au président Ouattara, à montrer à la Côte d'Ivoire, à montrer au monde entier que, avec le droit, on peut obtenir la démocratie sans utiliser un seul fusil. Est-ce que ça c'est possible? Il faut que nous soyons des séducteurs des Ivoiriens et non des gens qui menacent les Ivoiriens. Alors, comment réagissez-vous à ce que vient de dire Mamadou Coulibaly? En fait, je vais dire à ces deux éléments sonores.
Est-ce que pour vous, il y a à travers des propos un risque de dérapage ivoiritaire? J'ai vu le premier, j'avoue qu'il semblait être un grand comédien. Qui prenait une bouteille, je ne sais pas si c'est de l'alcool ou de l'eau dedans, qui essaie d'invoquer des mannes pour jouer sur le sentiment des uns et des autres, croyant que les Ivoiriens sont des idiots, que les Ivoiriens ont oublié les grandes souffrances que le genre de discours qui viennent de tenir, que les Ivoiriens ont oublié ça, que les Ivoiriens n'en ont pas tiré une seule leçon et que les Ivoiriens vont les suivre comme des moutons. Bon, peut-être qu'on va le laisser croire à ses rêves, à ses lubies. Maintenant, M. Coulibaly, ce qu'il dit sans mettre, en tout cas du point de vue de la logique, c'est impeccable. Sauf que il leur sera difficile de venir sur le terrain de Ouattara pour donc lui arracher des militants. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont vu le bilan de Ouattara en quelques années. Parce qu'eux, ils nous ont laissé un pays détruit, une administration détruite, vraiment toutes les infrastructures détruites. Et en quelques années, tout a été remis sur pied. De nouveaux investissements sont en train d'être faits. Le pays est en chantier, l'électricité partout. Là où il n'y avait pas d'eau, les gens ont de l'eau. Là où il n'y avait pas de routes, il y a maintenant des routes. Là où il n'y avait pas d'école, il y a des écoles. Là où il n'y avait pas d'hôpital, il y a des hôpitaux. Mais dans un tel contexte, comment ils font pour aller piocher sur le terrain de Ouattara? Au contraire, Ouattara est en train de gagner sur leur terrain. Et donc, je veux dire que du point de vue logique, c'est parfait, mais sauf que cela ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui, parce que Ouattara a un coefficient de pénétration plus élevé que le leur, parce qu'à leur niveau, on ne voit pas ce qu'ils ont produit pour la Côte d'Ivoire, quel est le programme, eux, que nous connaissons, que les Ivoiriens connaissent, chacun d'entre eux, ils sont passés ici à des postes importants. Et ils ont tous échoué. Je vais prendre Bani. Il a été Premier ministre, ça n'a pas marché. Il a été président de la commission de réconciliation, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. On les a vus ici, à la tâche, les Ivoiriens, ça c'est contemporain, c'est dans ces années-là, nous avons tous vu. Quel est l'argumentaire? Qu'est-ce qu'ils prendront pour rassurer les Ivoiriens, pour qu'ils les suivent? Et en plus du genre de discours qu'ils sont en train de tenir, nous on ne va pas aller sur ce terrain-là. Parce que c'est un discours d'abord stérile, tenu par des esprits stériles, secs, qui ne peuvent rien apporter à notre pays. Très bien. Brahima Doumbia, merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.